Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme et flandrienne pour faire le débrief du Grand Prix Harald Breke, du GPE3, de la 3 Saxo Classique. Ça dépend de quelle époque vous êtes avec le nom de cette épreuve qui désormais se déroule le vendredi depuis. Ça fait au moins 4-5 ans que ça se déroule le vendredi, depuis que les 3 jours de la panne durent plus 3 jours. Et avec cette 65e édition du côté d'Harald Breke, une course qui est la répétition pour moi du Tour des Flandres, parce que Gand est quand même sur un parcours qui est différent. Les 50 derniers kilomètres sont un peu plus faciles. Là, vous avez quand même le Paterberg, le Vieux Quarmont. Voilà, vous avez quand même, avec cet enchaînement Paterberg, Vieux Quarmont, le même enchaînement quasiment que sur le Tour des Flandres. Donc ça ressemble quand même un peu plus au Tour des Flandres, même si le kilométrage est plus court, un peu comme le Het Nieuwsblad, on enlève 50 bornes alors que Gand c'est 250 km et que le Tour des Flandres c'est plus de 250 km. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, avec cette fameuse rivalité Pogacar, Van Aert, Van Der Poel. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Encore mieux si vous mettez toutes les notifications, ça c'est ce que j'appelle le Saint Graal. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks si vous avez les moyens. Et puis, n'hésitez pas à aller voir également EPS 2.0, ça c'est sur Spotify, TikTok également. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de TikTok, mais comme il fallait que j'enregistre à la suite, le programme était assez condensé. Aujourd'hui, j'ai privilégié YouTube, et demain, il y aura notamment, je pense, le débrief des qualifs moto GP. Voilà, par exemple, la course sprint aussi en moto GP. Je pense qu'on fera un petit point du côté de la moto GP. Bon, on commence tout de suite avec ce E3 Saxo Classique, avec cette victoire de Van Aert, mais cette course qui a été lancée à plus de 80 km de l'arrivée avec Van Der Poel, qui a couru quand même aujourd'hui un petit peu comme un bourrin. Il a fait le spectacle, mais c'est vrai qu'il a un peu couru comme un bourrin quand même, Van Der Poel, par rapport à d'autres. Ce qu'on pourrait lui reprocher, mais s'il n'avait pas couru comme ça n'aurait pas donné cette course-là et ce spectacle-là non plus. Avec un Van Aert qui a failli tout perdre à un moment, et puis il y a cette moto qui tombe et qui l'a énormément aidé, qui l'a quand même pas mal aidé. Et puis vous avez aussi notre ami Pogacar, qui en début de course avait toujours un temps de retard sur les premières attaques, que ça soit 57 km de l'arrivée à 80 km de l'arrivée, il a un temps de retard. Et puis ensuite, il arrive vraiment à mettre le rythme, quitte à parfois tenter le coup également, ce qu'il a essayé à plusieurs reprises. Une Soudal Quick-Step qui est encore aux abonnés absente. Une Movistar qui était bien plus en forme que d'habitude, et ça fait du bien de voir cette équipe-là espagnole enfin s'intéresser aux classiques flandriennes. Il aura fallu plus de 35 ans pour qu'elle décide vraiment de faire des efforts sur ce type de course-là. Et puis, que dire d'autre ? On a quand même un Français qui est dans le top 10. Un Mathis Louvel qui est quand même 21e aussi, donc ça c'est pas mal. Et puis avec des coureurs qui sont passés à côté chez Soudal Quick-Step. Enfin voilà, ça a été compliqué. Et une course qui a été très intéressante à suivre, très animée, avec une course qui s'est décantée quand même très loin de l'arrivée. Et ça, c'était très intéressant à suivre, je trouve, sur cette épreuve, avec des mecs qui ont tout donné. Parce que des fois, sur le GPE3, on en garde un petit peu si on fait Gand, on en garde un petit peu sur le reste de la semaine. Là, on a quand même roulé quand même un bon rythme. On est à 42, 43 de moyenne quand même sur les 200 km ici à Harald Breke. On revient également sur cette rivalité entre les trois. Moi, je trouve ce qui est intéressant avec Van Der Poel, Van Aert et Pogacar, c'est qu'on a déjà 3 coureurs avec des profils qui sont différents. Et faut pas oublier Pidcock, et faut pas oublier d'autres. Et qui essayent aussi qui ont des qualités différentes. Pogacar, c'est la montagne. Van Der Poel, c'est peut-être le punch naturel. Van Aert, c'est le sprint, et la montagne, il est capable de faire aussi. Qui essaye à chaque fois de courir intelligemment, de surprendre l'adversaire. Ça, j'ai toujours bien aimé. Et puis, il y a quand même du respect. Alors, même s'il y a eu quelques tensions à un moment entre Van Aert et Van Der Poel,
Je trouve qu'il y a toujours eu du respect entre ces coureurs-là. Et ça, c'est aussi intéressant parce que dans d'autres sports, on a des rivalités comme ça et les mecs se envoient vraiment des dégueulasseries à la gueule tout le temps. Je pense en Formule 1 par exemple, hein, c'est vrai que la situation entre Senna, Prost, voilà, les duels en Formule 1, les tensions en Formule 1, souvent c'est pas forcément très joli à voir. Ça existe, mais c'est pas ce qu'on préfère le plus. En cyclisme, je trouve c'est un sport qui arrive à avoir toujours une beauté dans ses rivalités. C'est rare quand même que vous ayez des rivalités où on dépasse la ligne jaune. Souvent, on reste quand même dans des valeurs très très raisonnables, où on dépasse pas les bornes. Ça, c'est ce que j'aime aussi dans le cyclisme, c'est qu'il y a quand même un grand respect entre les équipes et il y a quand même un grand respect entre les adversaires. Et ça, on ne l'a pas toujours dans toutes les disciplines. Demandez notamment à Christian Horner ou demandez bon, aussi à d'autres équipes qui l'ont fait. Je pense McLaren à une époque en Formule 1 ou dans d'autres sports, la boxe, on n'a pas toujours du respect pour l'adversaire. Là, je trouve que dans le cyclisme, il y a toujours du respect dans l'adversaire. C'est peut-être aussi parce que c'est un sport d'endurance. Voilà, on reste quand même 5 heures le cul sur un vélo et ça forge quand même un petit peu le caractère et ça forge également des amitiés même inter-équipe. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, on va faire un peu les trois de tête. Je commence avec Van Aert aujourd'hui. Quelle intelligence de Van Aert qui a eu l'intelligence de ne pas prendre de relais dans le final, l'intelligence presque de se cacher. Et en même temps, dans les 10 derniers kilomètres, de temps en temps, tu le voyais dans les 30 derniers kilomètres, de temps en temps, il passait un relais, il en sautait 2, il en passait un. Tu vois, il a tout fait pour pas non plus que tout le monde qu'on se le mette à dos pendant toute la course. Mais voilà, il passait toujours son petit relais au bon moment. Et puis, sur le sprint, il a été intelligent parce que je pense que Van Der Poel avait un trop gros braquet au moment de lancer son sprint. On est quand même sur une course qui a été difficile, 80 bornes de l'arrivée, c'est-à-dire que ça faisait depuis plus de 2 heures qu'on était à haute intensité. Et forcément, dans ce genre de conditions-là, tu peux pas faire un sprint avec ton braquet maximum. Il faut forcément réduire un petit peu. Et je pense que Van Der Poel a lancé vraiment avec un très très gros braquet et il a eu beaucoup de mal à le mettre, à l'emmener. Alors que Van Aert prend vraiment le bon braquet. Et puis il l'a dit en interview, Van Aert. Les dernières fois, je faisais un sprint court, je me faisais à chaque fois battre par Van Der Poel. Là, j'ai décidé de faire un sprint plus long, j'ai fait 250 mètres. Eh bien, ça a payé. Je me suis accroché dans les monts, il l'a dit, dans les monts, il s'est vraiment accroché, il s'est fait mal. Il n'était pas le plus fort aujourd'hui, mais vraiment, voilà, il a été, je pense, le plus intelligent aujourd'hui des trois. Le mieux placé des trois aussi, parce qu'il a suivi quasiment pendant toute la journée la roue de Van Der Poel. Et quand Van Der Poel accélère, il a l'instinct de se dire à ce moment-là, pourtant on est à 80 bornes de l'arrivée, il faut pas que je le laisse partir. D'autres coureurs auraient peut-être laissé partir Van Der Poel en se disant il s'est enflammé, on va pouvoir le reprendre dans 20 bornes. Et là c'était pas le cas, donc c'était très intelligent de sa part. Lors de la deuxième attaque, il est encore une fois bien placé dans la roue de Van Der Poel, il prend pas la roue de Van Der Poel et il prend bien la roue de Van Der Poel à ce moment-là. Il se fait mal à chaque fois parce que je le voyais même sur l'attaque à 57 km de l'arrivée. Il y a un petit écart quand même qui se forme où il est obligé vraiment de cravacher pour rentrer. Et puis ce qui est intéressant avec Van Aert, c'est qu'il gagne en n'étant pas encore au top de sa forme. Ça veut dire qu'il est encore dans une phase de progression. C'est-à-dire que son pic de forme n'est pas encore arrivé. Alors que Van Der Poel, on peut se poser cette question-là, est-ce qu'il est déjà pas à son pic de forme et est-ce qu'il arrivera à emmener cette forme jusqu'à Paris-Roubaix, jusqu'au Tour des Flandres. Le Tour des Flandres, c'est quand même dans 10 jours à peu près. Il faut encore réussir à conserver cette fraîcheur. Est-ce qu'il aura la capacité de le faire? Van Aert, il va encore progresser, il va être encore sur une phase ascendante parce qu'il a repris tardivement, il a repris plus tardivement que Van Der Poel. Et ça va être intéressant pour Van Aert. Et puis, cette intelligence aussi à un moment de se dire, tiens, remets de l'huile sur la chaîne. Ça, c'est un truc qu'on voit jamais. Mais il s'est dit, tiens, là, peut-être à ce moment-là, on va éviter tout problème mécanique. Ça permet peut-être aussi de sauter un ou deux relais à ce moment-là. De dire, tiens, je vais remettre de l'huile sur ma chaîne. Alors, techniquement, c'est pas autorisé. Bon, l'UCI, des fois, il y a des règles qui sont quand même un peu stupides. C'est légiférer pour légiférer. En quoi mettre de l'huile sur la chaîne de cette manière, c'est dangereux. Voilà. C'est pas dangereux, donc je comprends pas pourquoi on met des pénalités dans ce genre de situation. Il va se prendre 500 francs suisses. Il y a des pénalités comme ça dans le monde du cyclisme, je trouve ça ridicule.
En quoi c'est dangereux? Alors, c'est parce que l'huile, ça pollue la nature? L'huile pour les chênes? Enfin, je sais pas, mais c'est... Il y a des pénalités, parfois tu te dis, bon, c'est légiférer pour légiférer. Et du côté de Van Aert, je trouve que tout a été plutôt bien fait, avec un bon travail également de Van Hooijdonk aujourd'hui. Van Hooijdonk qui est souvent très performant à cette période-là de l'année. Gant, il aime bien Van Hooijdonk. C'est souvent un coureur qui est fort. Et puis même Laporte qui casse le rythme dans le deuxième groupe. Voilà, c'est plutôt une journée qui s'est très très bien passée. La victoire pour Van Aert, la victoire en plus pour Roglic sur le Tour de Catalogne. C'est une journée 100%. On poursuit avec Van Der Poel. Comme je disais, il a couru comme un bourrin. Peut-être... Mais en même temps, Van Der Poel, il fallait qu'il montre aussi qu'il était très fort. Je pense à ses adversaires, s'ils ont douté après Milan-San Remo. Mais surtout, s'il n'avait pas couru de cette manière-là, peut-être que ça n'aurait pas créé cette course-là. C'est pour ça que je ne lui reproche pas d'avoir couru de cette manière. Ils ont eu une stratégie offensive dès le matin. Quand tu mets Dries de Bond dans l'échappée, quand ensuite tu attaques derrière Dries de Bond quand tu es à 40 secondes d'écart, quand ensuite tu roules notamment avec Kragh Andersen. Très bon Kragh Andersen en passant aujourd'hui, il fait vraiment un très bon début de saison. On a retrouvé le Kragh Andersen de la Sunweb qu'on avait un petit peu perdu ces derniers temps. Vraiment très très gros début de saison de Kragh Andersen. Ça fait plaisir de le retrouver en forme, le coureur danois. Et du côté de Van Der Poel, c'est vrai qu'il a beaucoup tenté. Il n'a pas réussi peut-être à faire la différence. Mais en même temps, on lui aurait reproché s'il avait rien fait. Et puis c'est Van Der Poel, on sait comment il court. Van Der Poel, il court comme ça à l'attaque, c'était déjà le cas l'année dernière, c'était déjà le cas les années précédentes. C'est un coureur offensif, il a toujours été comme ça. Il attend pas le finish, il attend pas le sprint final, il attend pas les 5 derniers kilomètres. Voilà, c'est comme ça, et c'est ce qui fait sa force également, de ne pas attendre le final pour faire la différence. Il a tenté, ça n'a pas marché. Il a été généreux dans l'effort, ça n'a pas marché. Bon, dommage. Mais peut-être que ça marchera sur le Tour des Flandres, ou peut-être que ça marchera sur Paris-Roubaix, même si sur Paris-Roubaix il faudra se méfier de Filippo Ganna. Et puis Van Der Poel, ça nous a donné également cette course-là, ça nous a donné ce grand moment de sport aujourd'hui qu'on n'aurait pas eu s'il n'avait pas tenté à 80 bornes de l'arrivée, ou s'il n'avait pas tenté à 57 km de l'arrivée. Donc voilà, s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas eu ce grand moment de sport. Alors oui, il a peut-être couru en mode bourrin, mais moi j'ai passé un bon moment aujourd'hui devant ma télévision, et c'est certainement grâce à Van Der Poel. Et puis je termine pas, pardon, je fais un troisième top avec Pogačar. De toute manière, c'est les 5 premiers qui sont en top, hein. Je me suis pas fait chier aujourd'hui. Tadej Pogačar, c'est dommage le placement, ça montre qu'il a encore une inexpérience dans ces courses-là, parce que le placement, c'est certes l'envie de se placer devant, mais ça, Pogačar, il sait se placer devant, c'est pas un problème. C'est pas un problème pour lui de bouffer du vent, on l'a vu sur l'étape des pavés de l'année dernière, sur l'étape des pavés sur le dernier Tour de France. Le souci, c'est quand vous connaissez pas le parcours et que vos adversaires connaissent chaque mètre carré de ce coin-là, et même si vous voulez être placé devant, même si vous avez l'envie d'être placé devant, vous freinez à des virages où il faut pas freiner. Vous n'êtes pas placé, vous êtes placé à l'extérieur du virage alors qu'il faut mieux être placé à l'intérieur. Et ça, c'est la différence entre un Flandrien, comme Van Aert, comme Van Der Poel, comme Garcia Cortina, comme Kung. Les mecs savent chaque kilomètre carré du parcours. Et un coureur comme Pogačar qui s'est spécialisé là-dedans que l'année dernière. Enfin, qui a décidé de courir sur ce type de parcours que l'année dernière. Et c'est ce qui fait la différence au bout d'un moment. Voilà, après Pogačar aujourd'hui, c'est dommage qu'il n'était pas placé dans les roues parce qu'il perd quand même beaucoup d'énergie, surtout sur la première attaque parce qu'il met quand même une dizaine de kilomètres à rentrer où il n'est pas vraiment aidé dans le deuxième groupe et où c'est là où il perd beaucoup d'énergie. C'est ce moment-là où il doit faire le job, où il doit re-rentrer, rouler. Ensuite, sur la deuxième attaque, là encore, il y a un petit écart. Il met 1 kilomètre et demi à revenir. Et c'est dans ces situations-là il perd la course parce que quand on voit ce qu'il est capable de faire dans le final, quand on voit qu'il est quand même capable encore de changer de rythme alors qu'il a fait beaucoup plus d'efforts que ses adversaires, c'est plutôt rassurant. Là également du côté de Tadej Pogačar, l'avantage c'est que le Tour des Flandres, il l'a déjà fait, et fait que le Tour des Flandres,
Même quand on l'a jamais fait, c'est quand même une course qu'on connaît, c'est une course qui est mythique, plus mythique que le GP E3, ce qui fait qu'on connaît quand même certaines portions du parcours, on connaît certains enchaînements de la course, alors que sur le GP E3, on les connaît moins, on les maîtrise moins. En plus, le GP E3, c'est vraiment une course où on passe par d'autres coins, où c'est vraiment la course qui est la pire, parce qu'en plus, des fois, on arrive par la gauche, alors que pendant toutes les autres courses, on va arriver par la droite dans un secteur pavé, on va tourner à gauche, alors que normalement, on tourne tout le temps à droite. Il est vraiment infernal parce qu'il perturbe énormément les repères. Et donc, dans ce cas-là, il faut avoir une surconnaissance du terrain que n'a pas Pogačar et que ne peut pas avoir Pogačar parce que aussi, il a d'autres objectifs dans la saison. Quant à l'objectif des grands tours, quant à l'objectif également du Tour de Lombardie, bah oui, tu peux pas forcément être focus sur ces courses-là, alors que Van Aert, Van der Poel, ils sont beaucoup plus concentrés sur ce type de course parce que c'est un objectif majeur de leur saison, donc ils le préparent dès l'intersaison également, ces coureurs-là. Je poursuis avec Movistar. Ça fait du bien de voir Movistar au top sur ce type de course. C'est depuis longtemps que Movistar n'a pas fait un top 10 sur une classique flandrienne du World Tour. Ils ont renforcé leur équipe dans ce domaine-là. Le fait d'avoir recruté également Gaviria, ça permet à Garcia Cortina de se concentrer beaucoup plus sur ce type de course, alors que l'année dernière, Garcia Cortina, il devait à la fois jouer les sprints, à la fois jouer ce type de course. Donc au niveau de la préparation physique, il ne pouvait pas être également focus sur ce type de course, surtout qu'il y avait besoin de points, donc on l'avait un peu obligé à faire certains sprints, alors que là cette année il peut vraiment être complètement concentré sur ce type de course, et puis il a profité également du surnombre dans le deuxième course, dans le deuxième groupe. Matteo Jorgensen, très belle 4e place. Bah lui il est intéressant aussi parce que moi je le connaissais grimpeur, très bon sur Paris-Nice, très bon également sur le Tour de Man. Maintenant s'il est bon également sur ce type de course, bah ça va commencer à être très très intéressant, et puis ça va être un coureur dont on va beaucoup plus parler parce que Jorgensen, vu ce qu'il a montré aujourd'hui, bah on peut quand même se poser des questions sur ses capacités dans ce type d'épreuve. Surtout que Jorgensen, c'est pas un petit gabarit au niveau des grimpeurs. Elle doit faire le poids de Pogačar, je pense, Jorgensen, de tête. Là, ça met un petit peu de temps à s'afficher parce qu'il y a beaucoup de monde. Oui, il fait 65 kg, donc c'est quand même plutôt... Alors même s'il fait 1m90, c'est quand même plutôt un gabarit un peu plus grand que d'autres grimpeurs, qu'un David Gaudu, par exemple. David Gaudu sur les pavés, c'est compliqué, il fait déjà 50 kg. Lenny Martinez sur les pavés, c'est compliqué. Mais Jorgensen va vraiment bien ce qu'il a fait, vraiment beaucoup de talent. Et en même temps, j'étais en train de me dire, Jorgensen, américain, est-ce qu'il n'a pas fait un petit peu de cyclocross dans sa jeunesse ? Oui, je me poserai la question, peut-être que certains le savent. Aux États-Unis, est-ce qui confirmerait qu'il y a un certain talent naturel sur ce type de parcours-là, mais c'est bien de la part de Jorgensen, surtout que c'était l'année dernière, il n'avait pas fait ce type-là de course. Est-ce qu'il avait participé au classique l'année dernière? Bah non. Non, c'est la première saison, on le voit sur les classiques, j'ai l'impression. Oui, non, c'est sa première saison sur ce type de course-là. Je regarde en 2020. Oui, non, c'est vraiment... Ah, en 2020, s'il avait fait Kuurne et le Agnès-Blad. Le Agnès-Blad, il était dans l'échappée, Kuurne, il avait fini 24e. Mais voilà, il a peu d'expérience sur ce terrain-là. Faire un résultat de ce type-là sans énormément d'expérience, c'est très très intéressant de sa part. On le verra sur le Tour des Flandres. Lui également, et sur l'Amstel, c'est un coureur qu'il va falloir suivre sur ces courses-là. Mais je rappelle qu'il a fait déjà 12e dans la Muscat Classique, un très bon début de saison pour le coureur américain. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour. Bah dis donc, j'ai l'impression un petit peu de me répéter sur les bonnets d'âne. Bah ouais, Soudal Quick-Step. Alors, notre ami Van der Poel peut dire merci à Julien Lafilippe. C'est lui qui fait la première attaque du jour, 85 km de l'arrivée. À ce moment-là, on se dit tiens, Soudal Quick-Step, ils sont un petit peu excités, ils vont tenter de créer une course de mouvement. C'est vrai qu'ils ont Alaphilippe, Lampart, peut-être Asgreen ou Sénéchal, peut-être plutôt Sénéchal aujourd'hui. Ces coureurs-là ont l'air d'être en forme, peut-être qu'ils vont tenter une course de mouvement, tenter de lancer la course de loin.
C'est vrai qu'en plus, Alaphilippe, s'il veut avoir un bon résultat, il faut qu'il lance sa course de loin. Alaphilippe, il attaque. 3 km après, 4 km après, c'est l'attaque de Van Der Poel. Il est déjà plus là. C'est-à-dire qu'en 3-4 km, il y a l'attaque d'Alaphilippe. Première attaque de Van Der Poel, il n'y a déjà plus personne. Alors, en même temps, avant l'attaque d'Alaphilippe, Kasper Asgreen était déjà très mal placé. Donc, je pense que Asgreen n'était vraiment pas dans un bon jour. Mais c'est quand même extraordinaire. En 4 km, ils disparaissent. Alors après, Lampard fait 16 aujourd'hui. Mais bon. Enfin, on reste sur le même truc. Pour cette formation-là, faire 16, c'est pas un bon résultat. C'est pas un bon résultat, je suis désolé. Et ça reste quand même un objectif. Parce qu'on aurait pu se dire en début de saison, Patrick Lefebvre, tu dis les classiques, il s'en tape, les classiques flandriennes, sauf que dans ses propos de début de saison, il en a quand même mis une grosse couche. On a parlé d'Alaphilippe, mais il a mis une grosse couche sur Asgreen. Ça veut dire que ces courses-là sont toujours un objectif pour le sponsor, sont toujours un objectif pour la direction sportive. Même si on essaye de gagner avec Remco et Evenepoel les grands tours. À partir de ce moment-là, 16e, c'est vraiment pas bon. Surtout que certains vont me dire oui, mais c'est plus leur objectif majeur. Ok, bon, c'est peut-être plus un objectif majeur. Allez, peut-être que je me suis trompé avec les paroles de Lefebvre. D'accord. Mais Lampard, Ballerini, Asgreen, Alaphilippe, Sénéchal, Stemle, De Klerk, t'es pas capable de faire mieux que 16e, alors que Movistar, ils en calent 2 dans le top 10. Alors que Groupama FDJ, ils en calent 2 dans le top 10. Tu vas me faire croire que l'effectif de Soudal Quick-Step, il est complètement inférieur à l'effectif de la Movistar sur cette course? Non. Il y avait la possibilité de faire top 10. Mais il faut être placé. Et là, quand Van Der Poel attaque, ils sont pas bien placés. Quand Alaphilippe accélère, je regarde, j'étais comme ça, je me dis, tiens, Alaphilippe accélère, je vais regarder où ils sont les autres Soudal Quick-Step à ce moment-là. Le mieux placé devait être au-delà de la 20e place. Alors déjà, pourquoi Alaphilippe a attaqué? Ça reste incompréhensible, ça, hein, vraiment l'attaque d'Alaphilippe. Et après, derrière, mais t'accélères surtout pas quand t'as un mec qui est en 25e position, quand Kasper Asgreen, il est à l'arrière du peloton, presque. Et là, derrière, 4 km après, tu disparais. Et ensuite, ils n'ont jamais été acteurs de la course. C'est ça encore plus terrible. Jamais acteurs de la course, jamais ils ont tenté quelque chose. Par exemple, dans le deuxième groupe, à un moment, il y a quelques Soudal Quick-Step, ils n'ont jamais aidé Pogacar. Ils ont été inexistants quasiment pendant l'épreuve. S'il n'y a pas Alaphilippe presque qui attaque, on pourrait dire presque pour une attaque pour montrer le maillot, ils sont inexistants. Et moi en plus, je croyais qu'Alaphilippe c'était le leader sur ces épreuves-là. Qu'il venait sur le Tour des Flandres pour gagner le Tour des Flandres. Donc non, il vient là simplement en tant qu'équipier, alors qu'il nous avait dit, quand même en début de saison, Julien Alaphilippe, je me concentre sur ces courses-là, et je vais peut-être même délaisser les Ardennaises. Alors soit il nous a menti, soit il y a eu un problème dans la préparation physique, mais normalement chez Soudal Quick-Step, on sait comment faire pour arriver en forme à cette période-là de l'année, soit on est devenu très mauvais sur ce type d'épreuve. Mais je me répète, et puis je pense que je vais encore me répéter sur Gand peut-être et sur le Tour des Flandres, mais c'est quand même hyper décevant, quoi. Les épreuves, c'est quand même hyper décevant le niveau de cette équipe, je trouve, depuis... ça fait 3 ans quasiment, parce que même l'année où Kasper Asgreen gagne le Tour des Flandres, le reste de la saison de Flandrienne est pas bon. La victoire sur le Tour des Flandres, ça sauve leur saison de Flandrienne. L'année dernière, catastrophique. Cette année, on repart sur les mêmes bases. Donc ça commence vraiment à devenir très très inquiétant. Autre coureur flop, Guermeil. Je suis très inquiet pour Guermeil. Abandon aujourd'hui, là aussi on ne l'a jamais vu bien placé. Et puis comme je vous avais dit, Guermeil sur Tirreno, c'est pas exceptionnel déjà. Je le mets déjà en flop à Tirreno. Milan-San Remo, 28e. Milan-Turin, 18e. Seulement 2 top 5 sur Tirreno Adriatico. On a l'impression quand même qu'en ce mois de mars, il n'a pas la condition physique qu'il devrait avoir. Il n'a surtout pas la condition physique qu'il avait l'année dernière. Là, c'est assez flagrant. L'année dernière, il remporte Gand-Wevelgem.
Wevelgem, pardon, chaque fois je le prononce mal, de toute façon. Ça, vous allez le voir dimanche. Alors, Gant Wevelgem, je vais le dire 150 fois, parce que j'ai toujours mal prononcé le nom de cette course. J'ai toujours inversé les deux. Ça, c'est la dyslexie. J'ai toujours inversé les deux sonorités. C'est quand même vraiment terrible, je trouve, son parcours. Et alors que chez Intermarché, on misait énormément sur cette première partie de saison, on a mis beaucoup d'argent sur lui pour qu'il ait un contrat jusqu'en 2026. Et là, ça se passe pas correctement. Et je suis un petit peu inquiet parce que il me fait penser à certains de ces coureurs colombiens. Je pense à Betancourt, qui est un des exemples typiques, mais même Santiago Botero, qui ont parfois fait une très bonne saison, et puis après, éteints, pour plein de raisons différentes, parfois l'éloignement avec le pays, pour plein d'autres choses, et qui ensuite ont réussi à être performants d'une manière assez épisodique. J'ai peur qu'au Guillermeil, on soit dans ce contexte-là, et ça m'attristerait, parce que c'est un coureur qui a un très bon talent, mais c'est vrai que ce mois de mars est compliqué. Alors, est-ce qu'il n'a pas un virus? Est-ce qu'il n'est pas dans une situation de méforme? Et dans ce cas-là, ce que je viens de dire sera annulé peut-être sur le Tour de France, sera peut-être annulé déjà sur l'Amstel dans un mois. Mais c'est vrai que je trouve quand même que c'est pas très reluisant pour le moment sa campagne là de grandes courses, et que tout le mois de mars est quand même difficile. Abandon à l'Egueglia aussi le 1er mars, alors qu'il fait un très gros début de saison sur le Tour de la Communauté de Valence, il gagne quand même la première étape, et puis sur les épreuves à Majorque. Et là, sur ce mois de mars, on n'a pas l'impression du tout d'avoir le même coureur, donc c'est assez intriguant de ce côté-là. Et puis, ce qui fait que du côté de chez Intermarché, c'est un peu la douche froide aussi, parce que Laurens Rex 30e, Tennyson 67e. Alors Tennyson, on pensait qu'il allait se relancer, surtout que l'année dernière chez Jumbo, c'était pas si mal que ça. Bon, pour l'instant, il s'en sort pas. Vliegen 81, Page 88, Michels 90, et Dries de Putter abandon également, de Putter. Donc c'est un petit peu inquiétant de ce côté-là. Et puis je termine avec un dernier coureur, c'est Van Avermaet. Être malade pendant la période des classiques, c'est le pire truc qui peut arriver, et on comprend mieux pourquoi il n'était pas sur Milan-San Remo, Van Avermaet. Là, il est lâché à 110 km de l'arrivée. J'étais en train d'écrire le podcast. Là, j'avais la course d'un côté et j'écrivais le podcast de l'autre, qui n'est pas encore fini. Et là, putain, j'entends dans les commentaires, et je vois à l'image, putain, ah oui, c'est bien lui, parce qu'au départ, je me dis, non, c'est un otage G2R, et puis là, je vois, ah bah non, c'est lui. Dès que la première accélération du peloton, il a été lâché. Et là, c'est terrible quand même pour Van Avermaet. Et puis c'est terrible aussi parce que Van Avermaet, quand il est recruté chez G2R, c'est quand même pour aller chercher encore des classiques. Moi j'avais dit c'était quand même un recrutement à risque, parce que tu prends un mec qui a plus de 32 ou 33 ans, je sais plus quand il le recrute, qui chez CCC lors de sa dernière saison, alors certes saison assez atypique avec la Covid, n'avait pas réussi grand chose sur ces épreuves là. Et bon, ça fait depuis 3 ans qu'il n'y a pas eu de très grands. Alors, il y a eu quelques moments épisodiques où il a performé, mais en général, il a été décevant, Van Avermaet. C'est comme, bon, j'ai envie de te dire, c'est comme Terpstra chez Total, c'est comme Sagan chez Total, qui pour le moment n'ont pas forcément eu les résultats escomptés. C'est dommage qu'en France, on soit encore un petit peu une terre de pré-retraite pour certains coureurs. Parce que c'est vrai que quand on regarde depuis 10 ans, Greipel c'était pareil, donc Terpstra, il y en a eu d'autres comme ça qu'on fait un peu pré-retraite dans les équipes françaises. C'est dommage qu'on ne soit pas encore peut-être considéré comme un endroit où on va en début de carrière. Alors ça change, je pense à Alexandre Verret, je pense à d'autres coureurs, mais c'est vrai que c'est un peu triste de ce côté-là. Sauf la Groupama, je dirais, qui est un peu à part ce truc-là, mais c'est un peu dommageable. Et c'est vrai que Van Avermaet, bon, ça m'a rappelé à ce moment-là de me dire que, oui, mais depuis. Enfin, voilà, il est malade là, mais de toute manière, pour le moment, il n'a pas été très performant. Et du côté de chez AG2R, je rappelle que quand Citroën arrive, normalement, c'est le type de course où ils doivent être performants. Alors, De Wolf fait 18,
Cosnefroy 46, 47 pour Nessen, 77 pour Touzé. Et le Rance Nessen fait 94e. Les frères Nessen, c'est plus ce que c'était sur les classiques. Et donc Van der Weermaet et Rotaillot ont abandonné. Je rappelle, normalement, c'était là aussi un objectif numéro 1 majeur. Je crois qu'on a bien abandonné l'idée du côté de sa formation. Bon, bah, dans ce cas-là, recruter des grimpeurs alors pour épauler Ben O'Connor et arrêter de vouloir vous concentrer sur ce type de course parce que pour le moment, il n'y a pas la... Je pense que c'est pas dans la culture de cette équipe. Déjà, vous avez ce problème-là. Et puis qu'en plus, recruter l'équipe pavée, la moyenne d'âge est quand même quasiment au-dessus de 30 ans. Là aussi, c'est un peu un problème pour miser sur l'avenir. C'est l'inverse de ce que fait Groupama, je dirais, en montagne, du côté de cette formation-là, ou même ce qu'a fait Groupama sur certaines classiques. Sur le Grand Prix de Denain, ils avaient 25 ans, le plus vieux avait 25 ans. Bon, là, du côté de chez AG2R, c'est un peu dommageable de ce côté-là. Bon, eh bien, nous avons fait le tour. On se retrouve donc dimanche pour Gand. Demain, je pense qu'il y aura une présentation de l'épreuve de Gand-Wevelgem, de Gand-Wevelgem, je vais y arriver. Puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.